Bonjour, bienvenue à cette conférence sur l'électrification rurale par l'hydroélectricité. Nous sommes à une deuxième conférence à ce propos. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, je le suppose, la première étape de cette conférence qui portait sur l'électrification rurale à partir de l'hydroélectricité, on l'a dit. Alors, en fait, il est possible que nous prenions en charge l'électrification rurale de nos villages à partir des petites centrales hydroélectriques que nous finançons nous-mêmes, que nous réalisons nous-mêmes. Et l'objet de cette deuxième série, c'est de la poursuite des étapes. Le projet est en 22 étapes, toujours dans sa phase sensibilisation des bénéficiaires potentiels. Eh bien, il y a 22 étapes. Nous avons, par une première vidéo, parcouru les 5 premières étapes. Et là, nous allons poursuivre aujourd'hui pour que vous ayez une idée exactement de ce qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser nous-mêmes l'électrification rurale de nos villages. Alors, sans tarder, nous passons au slide de présentation. Alors, très rapidement, je vais passer sur ce slide qui a déjà été exposé la première fois. Mais là, ça va vous permettre de figer un peu ce que c'est qu'une petite centrale hydroélectrique. Donc, c'est donc un cours d'eau qui présente à l'endroit où on réalise l'ouvrage un dénivelé, une dénivellation, une sorte de chute ou de rapide. Et en amont, on fait une sorte de seuil. On réalise un seuil en béton ou en pierre pour prélever un débit de cours d'eau, lequel débit ira être turbiné pour produire de l'électricité. Alors, nous avions parcouru, je pense, l'étape, un instant, problème technique. Voilà. Alors, les autres étapes, on a donc vu la première étape. La première étape, on l'a dit, elle consistait à évaluer une estimation du coût. Du coût, ce n'est pas une idée précise, juste une plage de variation du coût du projet. Parce qu'un projet comme celui-ci peut, sur un site, avoir un coût, et sur un autre site, avoir un coût double. Et sur un troisième site, avoir un coût triple. Et même 5 fois plus. Voilà, c'est la même quantité d'énergie qu'on produit, qu'on valorise, mais ça coûte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois plus cher selon qu'on est sur un site ou un autre. Voilà, c'est ça qui est une réalité parce que les ouvrages à réaliser sont de divers ordres. Nous avons le génie civil, qui est donc les aménagements de terrassement, de captage, etc., qui peuvent valoir un coût sur un site qui n'est pas le même sur un autre. Et même si la partie mécanique et électronique ne varie pas beaucoup selon qu'on est sur un site ou un autre, mais le coût du génie civil, notamment la conduite forcée, peut être très très important selon qu'on est sur un site ou un autre. Donc c'est pour cela que souvent quand on nous demande combien ça va coûter, c'est bien malin, être bien malin de pouvoir répondre à cette question sans avoir mené des investigations préalables. Alors, donc, cette étape a consisté donc, à vous exposer un peu pourquoi et comment nous faisons pour avoir cette fourchette, pour qu'éventuellement, cette fourchette de coûts, pour qu'éventuellement le porteur du projet sache s'il est possible qu'il aille de l'avant ou pas. Alors, la deuxième étape, c'est un aperçu initial. On a vu qu'il fallait qu'on réalise qu'il y a un besoin d'électricité sur le site, qu'il y a une volonté de payer, qu'il y a une capacité locale à gérer le projet et un réseau électrique disponible ou pas. Parce que ce n'est pas le cas. On avait dit qu'on devait l'inclure dans le coût des travaux à réaliser
pour que les bénéficiaires puissent être raccordés. Alors, la troisième étape, c'est une estimation de la puissance. Ici, on avait rapidement pensé que la puissance électrique, qui n'est pas la puissance hydraulique, il faut avoir une idée, parce que par rapport aux besoins des gens qui sont prêts à acheter, est-ce que l'ouvrage qu'on va réaliser pourra couvrir leurs besoins à 100%, à 50%, à 60%? Bref, il faut avoir une idée un peu plus précise de ce qui va être fait après avoir viabilisé le site. Et ça, c'est à cette étape que nous faisons ces estimations. Et puis là, il y a une enquête de terrain. Il y a deux enquêtes. En fait, la première enquête, à la quatrième étape, consistait à estimer le nombre de maisons, c'est une sorte d'inventaire des différents bénéficiaires potentiels. Et parmi eux, quels sont ceux qui peuvent s'engager effectivement à pouvoir bénéficier des ouvrages que nous allons réaliser, parce que nous ne faisons pas ces ouvrages dans un village qui nous appartient, nous le faisons pour les bénéficiaires, et donc il faut s'assurer que ceux qui se sont déclarés bénéficiaires en qualité et qu'ils vont assumer leurs engagements, notamment en termes de financement, de prise en charge des différents coûts, des différentes ressources dont on aura besoin pour réaliser le projet. Alors, et puis la dernière étape que nous avons abordée la dernière fois, qui est la deuxième enquête, l'enquête de demande B, c'était qu'il fallait examiner des activités annexes, connexes, qui peuvent avoir besoin d'énergie électrique et qui pourraient désormais voir le jour sur le site, alors qu'ils ne pouvaient pas, on ne pouvait pas du tout les envisager avant, parce que sans électricité, on ne peut pas envisager d'avoir un centre de beauté ou de massage ou un truc de menuiserie, de chaudronnerie. Bref, il y a des activités qui ont besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Et donc, il est question de voir par rapport aux ressources naturelles locales, quelles sont celles dont la valorisation pourrait désormais être possible en mettant en œuvre de l'électricité, tout simplement. Alors, c'est là où nous sommes arrêtés et nous allons poursuivre aujourd'hui sur les étapes, les autres étapes, parmi les 22. Nous pensons pouvoir réaliser cette deuxième vidéo en, disons, 4 ou 5, on va voir 5 ou 6 autres étapes avant de boucler la vidéo complète, la présentation, la campagne, sur une troisième vidéo pour ne pas faire très long. Alors, la sixième étape, donc, on a vu que c'était on va voir que c'est le dimensionnement et le coût. Alors, ce qu'on appelle dimensionnement d'un ouvrage, c'est, si vous voulez, l'inventaire des quantitatifs et des qualitatifs. Je veux dire, il faut inventorier l'ensemble des équipements qui vont intervenir dans la réalisation de l'ouvrage, mais surtout leur taille et leurs caractéristiques techniques, le choix des équipements, après avoir identifié leur fonctionnement, leur fonctionnalité. Il faut maintenant déterminer pour l'alternateur notamment, quelle est la capacité, pour la turbine, quelles sont les caractéristiques des turbines, il y en a des milliers différentes. Une turbine n'équivaut pas à une autre, même si elles ont la même puissance, certains paramètres peuvent être les mêmes, mais la nature, le type du produit peut ne pas être adapté à un site ou à un autre. Donc c'est à cette étape que nous abordons le dimensionnement et le coût. Parce qu'une fois on a dimensionné, donc on a figé l'équipement à mettre en place, il faut immédiatement consulter les fabricants pour s'assurer que le prix de revient, le coût qui va être mobilisé pour se le procurer, reste dans la fourchette de ce que nous avons prévu. Parce que, rassurez-vous, pour des projets comme ceci, le budget est arrêté à l'avance. Et donc, il faudrait que les ouvrages, les équipements qu'on sélectionne pour les réaliser, pour la réalisation de l'ouvrage, ne dépassent pas de très loin la fourchette de prix et de coût qui a été établie au départ.
Donc ici, il faut estimer la taille du générateur nécessaire pour répondre à la demande d'énergie, estimer le coût en fonction des informations recueillies à l'étape 1. Alors, bien sûr, ce n'est pas évident de pouvoir à cette étape en sortir avec un prix figé parce que ce n'est pas, ça serait d'ailleurs que le prix de l'alternateur, mais il n'y a pas que l'alternateur pour évaluer un coût de dimensionnement d'un ouvrage hydroélectrique. Parce que l'alternateur n'est que le convertisseur de l'énergie mécanique en énergie électrique. Mais avant l'alternateur, nous avons la turbine qu'il faut également sélectionner et puis dimensionner. Et avant la turbine, nous avons la conduite forcée dont on aura déterminé la dimension, la longueur, la taille, le coût de la pose, la fourniture, etc. C'est tout cela qui va faire l'objet du dimensionnement et du coût. Ça va nous permettre d'avoir une idée plus précise de ce que cela va nous coûter de la réalisation de l'ouvrage qu'on envisage. Alors, ce n'est pas tout. Il faut contrôler la viabilité. Alors, pour nous, c'est tout à fait clair. Hein? C'est très différent. Toutes ces étapes, pour nous, ne sont pas les mêmes. Le commun des mortels peut penser que ce que nous abordons maintenant a déjà été abordé d'une certaine manière. Oui et non. Oui, parce que ça a été effleuré. On l'a évoqué dans les étapes précédentes. Mais c'est un peu comme dans chaque concept. Il y a... nous pouvons être à l'étape connaissance, à l'étape compréhension, à l'étape application, à l'étape analyse, à l'étape synthèse. Donc le même concept peut être évoqué avec plusieurs niveaux d'activité, de compréhension différents. Hein. Alors ici par exemple, quand on choisit pour le premier point, choisissez la taille du système la plus favorable à l'aide de l'étude de la demande et de l'estimation de la puissance. Oui, parce que nous avons plusieurs configurations possibles sur le plan technique et même théorique. Donc, sur le même site, nous pouvons envisager plusieurs configurations différentes qui fonctionnent même. Mais ici, à cette étape, il est question de déterminer l'optimum de ces configurations en termes de qualité et de prix. Voilà. Parce que, d'ailleurs, pour la détermination de cet optimum, il y a des études comparatives que nous effectuons. C'est l'objet du deuxième point. Il faut comparer le revenu annuel probable avec le coût en capital. Un guide approximatif de la viabilité financière est le suivant. Enfin, ça, c'est un moyen, n'est-ce pas, de nous permettre de figer une solution parmi plusieurs. On se dit ici, si le revenu, parce que c'est le revenu, n'est-ce pas, de l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui est censé générer de l'argent. Voilà. Donc c'est un investissement pour les bénéficiaires et même pour les porteurs de projets, les promoteurs. Et donc il est question de voir si l'argent que nous sommes en train d'investir va pouvoir être rentabilisé plus ou moins rapidement ou pas. Et pour l'évaluer en termes de chiffres, on réalise cette étude financière et disons, les éléments de décision qui nous permettent d'avancer sont les suivants. Si le revenu annuel, le revenu est inférieur à 10% du coût du capital, eh bien le projet n'est pas viable. Alors, ça veut dire que si par exemple le capital est je dis n'importe quoi, 10 millions de francs, et puis il se trouve que les recettes que nous allons engranger à l'issue de la réalisation de cet ouvrage sont de 900 000 ou 800 000, eh bien, c'est moins d'1 million de francs, c'est moins de 10%. Cela va nous prendre beaucoup trop de temps pour pouvoir rentabiliser le projet. Il pourra être amorti à plus de 10 ans. Le projet n'est pas viable avec cette configuration-là. Voilà.
Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, hein. Ça veut simplement dire que cette configuration que nous avons sélectionnée, pour laquelle le coût, disons, le revenu annuel est inférieur à l'investissement, eh bien, inférieur par l'investissement à 10% du coût total du capital, eh bien, cette configuration-là est à abandonner parce que les gens veulent rapidement retrouver leur argent. Voilà. Et donc, la deuxième étape, c'est si le revenu, par contre, ce revenu-là dont je vous ai parlé, il ressemble des recettes. Alors, les recettes en termes de vente d'énergie, hein, aux bénéficiaires, hein, pour les différents usages, électrification au sens éclairage, euh, électroménager, réalisation des commerces, etc. Bref, ces kilowattheures vendus, les recettes qu'ils vont générer, si ces revenus par an, quand on les cumule, on tombe sur une valeur qui est comprise entre 10% et 25% du capital investi pour la réalisation de l'ouvrage, alors le projet pourrait être possible. Voilà, donc on peut encore parfaire, on peut essayer de gratter encore, mais à ce moment-là, avec cette configuration-là, il y a lieu d'envisager de le faire. On peut continuer à aller de l'avant lorsqu'on a cette hypothèse. Alors, si par contre le revenu annuel est supérieur à 25% du coût du capital, eh bien, on peut être sûr que le projet est viable, parce que ça voudrait dire que, au pire des cas, au bout de 4 ans, hein, parce que 25% du capital pour la première année, puis 25% deuxième, 25% troisième, au bout de 4 ans, on a déjà obtenu l'amortissement du projet. Alors, quand on parle de revenus annuels, ce n'est pas tellement les recettes, hein, je précise ici, c'est le gain. Le gain, c'est-à-dire que l'ensemble de toutes les recettes, moins les charges, hein, d'exploitation. Parce que pour l'exploitation d'un ouvrage comme celui-ci, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il n'y a aucune dépense à effectuer. Il y a déjà le personnel exploitant qu'il faut payer. Il y a les petits entretiens de nettoyage, de maintenance, de suivi, de contrôle. Il peut y avoir... il y a des activités à chaque site. On définit un plan d'action qu'on confie au gestionnaire et avec un budget à sa disposition pour pouvoir le réaliser. Et donc, le revenu dont on parle ici, c'est le revenu en termes de résultats nets comptables, hein. Les recettes, moins les dépenses, et quand on enlève toutes les taxes éventuelles, eh bien, ce qui reste, c'est ça qu'on compare à 10% du capital ou à 10, 15, 20, 25% du capital. Eh bien, si nous sommes à 10%, ce n'est pas intéressant. On a dit entre 10 et 25%, ça vaut la peine. Et lorsque ce résultat net-là, ce bénéfice qu'on met dans la poche, ce que les investisseurs se partagent entre eux, dépasse 25% du capital investi, eh bien, à ce moment-là, il faut se jeter à l'eau. Ça veut dire que ça vaut la peine, disons, d'investir. Le projet est très intéressant. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que toutes ces choses-là doivent être analysées à l'avance pour être sûr que voilà, les gens, les personnes que nous accompagnons euh, dans le cadre de ce projet ne seront pas surprises de, de, de ce qui va arriver. Non, on leur explique tout ce qui pourrait être envisagé et bien sûr il y a des fourchettes, des certitudes, des erreurs, mais en gros ils ont une idée de où ils vont parce que nous avons mené des investigations très précises et rigoureuses leur permettant d'être certains de ce qu'ils sont en train de faire, de ce que nous sommes en train de faire avec eux. Alors, la huitième étape, nous revenons encore sur la hauteur de chute et le débit. Oui, bien sûr, on en a déjà parlé, mais comme je vous l'ai dit, euh, ces combinaisons, puisque la puissance installée dépend
est proportionnelle à la hauteur de chute, elle est proportionnelle également au débit, le débit d'eau qui passe par la turbine. Mais si on augmente l'un, on peut augmenter l'autre, on peut diminuer l'autre et avoir la même puissance. L'optimum peut faire l'objet de plusieurs investigations et ce n'est pas simple de pouvoir obtenir la configuration optimale parce que sur le site, notamment lorsqu'on n'a pas la possibilité d'observer sur le terrain le comportement du cours d'eau quand il y a des crues, quand il y a un étiage complet en saison sèche, il y a des configurations où il aurait été meilleur de considérer un débit plus important, quitte à réduire la hauteur de chute, parce que dans cette configuration, notamment où l'étiage a atteint une limite extrême, où la crue a débordé, eh bien, ça nous permet de ne pas atteindre nos objectifs. Et donc, c'est dans si vous voulez, c'est en observant tous ces aspects, tous ces aléas, que nous sommes à chaque fois amenés à regarder, à analyser plusieurs hypothèses et à produire plusieurs conclusions afin de s'assurer que ce qui sera retenu, n'est-ce pas, prend en compte les cas de figure extrêmes. Voilà. Hein? Et donc, c'est, je vous dis, l'étude financière, c'est une chose, mais l'étude euh, technique sur le terrain, avec des contraintes qui ne sont pas euh, explicitées, qui ne sont pas modélisables facilement sur le terrain, pour des raisons évidentes, parce que la crue du siècle, eh bien, peut-être qu'on ne l'a pas encore, peut-être qu'il a eu déjà eu lieu. Donc, il est question, bien sûr, on ne veut pas écarter tous les risques, mais on veut avoir le moins de risques possible de voir l'ouvrage importé. Si on prend le risque de l'installer au voisinage du lit du cours d'eau, ou de voir l'ouvrage passer des mois sans produire le minimum d'énergie évoqué, euh, parce qu'on n'aura pas fait attention à certains détails. C'est pour ça que nous revenons régulièrement. Toujours nous allons revenir. Là, nous, on vous explique un peu notre cuisine interne euh, pour vous assurer que ce que nous vous proposons dans le cadre de notre accompagnement n'est pas une imagination de notre esprit, non, ce sont des investigations vérifiables que nous mettons sur le terrain. Nous le faisons ensemble d'ailleurs avec, disons, parce que quand on a un projet, il y a un porteur de projet, d'accord, mais il y a sur le site des personnes ressources identifiées pour la réalisation du projet, pour que sur le site, il y ait des gens qui sachent en permanence ce que nous sommes en train de faire, puisque le projet, une fois il va être exécuté, il va être cédé, au moins pour la gestion du projet, aux personnes qui vont en bénéficier. Alors, des hypothèses sur l'efficacité du système doivent également être faites. En cas de doute, supposer une efficacité globale, puissance hydraulique à puissance électrique de 45%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque nous avons identifié une hauteur de chute, un débit qui nous donne une puissance hydraulique, voilà, connue, et bien, on a dit que la puissance hydraulique, pour passer de la puissance hydraulique à la puissance électrique, il y a énormément de pertes de puissance dans le processus de conversion, de transformation de cette énergie hydraulique. D'abord, on commence par quand on parle de hauteur de chute, il y a ce qu'on appelle la hauteur de chute brute, qui est une chose, mais la hauteur de chute nette en est une autre, parce que la hauteur de chute nette prend en considération les frottements, les pertes de charge observées dans les canalisations et dans les rigoles au niveau de la conduite d'amener. Et bien, cela se chiffre en baisse de hauteur de chute. Ça veut dire en clair qu'une hauteur de chute brute peut être de 100 mètres et la hauteur de chute nette de 80 mètres. Parce que 20 mètres,
de dénivelé ont été absorbés par les pertes observées le long du parcours du cours d'eau. Pas du cours d'eau en soi, mais de la canalisation, de la parcelle, la portion de débit qui a été, disons, prélevée du lit du cours d'eau pour être turbinée. Dans ce trajet du cours d'eau, ce trajet de ce débit à turbiner, il y a une énergie qui est perdue sous forme de frottement essentiellement. Hein, et c'est cette énergie perdue sous forme de frottement qu'on appelle les pertes de charge. Donc là, l'efficacité va déjà être affectée. Alors, mais ce n'est pas la seule perte. On peut même avoir la puissance nette hydraulique, qui n'est pas la puissance brute, puisque là on a juste tenu compte des pertes de charge. Mais dans la conversion de l'énergie hydraulique en énergie mécanique, cela se fait avec une turbine. Certaines turbines, notamment dans la petite hydroélectricité, n'ont pas une efficacité de 100%. Dans cette conversion, il y a également des pertes. Certaines turbines peuvent avoir une efficacité de 80%, de 45%, enfin peut-être pas, mais enfin un peu plus. Mais disons, l'efficacité est un ratio qui est inférieur à 1. Et lorsqu'on l'affecte à la puissance brute, plutôt à la puissance nette, puissance hydraulique nette, ça diminue encore la puissance électrique susceptible d'être produite. Alors, après la conversion en énergie mécanique, il y a également l'alternateur ou la génératrice qui va être s'occuper de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique, qui elle aussi, dans son fonctionnement intrinsèque, a besoin de ressources pour produire ce qu'on lui demande. Et ces ressources-là sont inhérentes, c'est des pertes qui vont être engendrées lors de son fonctionnement, qui sont évaluées en un rendement de l'ordre de 80, 85, 95%. Il y a certaines turbines qui sont moins efficaces sur le plan énergétique dans leur conversion. Ce qui fait que l'efficacité globale, lorsqu'on multiplie tous ces rendements depuis les pertes de charge jusqu'à le rendement de la turbine, le rendement de l'alternateur, il est possible que cela divise par 2, voire moins. Ici, on est carrément à un rendement de 45%, une efficacité de 45%. Ça voudrait dire que si on a trouvé une puissance brute, donc de 100 kW, je dis n'importe quoi, et bien il est possible que l'énergie électrique effectivement produite ne soit que de 45 kW. Voilà, c'est donc il faudrait que dans la suite, que les gens sachent que, notamment les bénéficiaires, que nous avons identifié un gisement de 100 kW, d'accord, mais nous ne pourrons produire que 45 kW parce que l'ensemble des équipements que nous devons utiliser, disons, ils ne sont pas parfaits. Chacun a une efficacité. Et là, l'efficacité globale est de 45%. Il y a certains ouvrages où l'efficacité globale est inférieure à 45%, mais en général, c'est entre 70 et 80%. Dans la petite hydraulique, l'efficacité globale du système est celui-là. Alors, 9e étape, on l'a intitulée « Rencontre villageoise ». Alors, bien sûr, les bénéficiaires du projet doivent être informés en permanence de ce que nous sommes en train de faire. Et pour des raisons évidentes, il faut qu'ils y adhèrent. C'est eux qui sont en train de financer, du moins qui sont censés financer le projet. Et pour qu'ils restent enthousiastes dans le financement du projet, nous devons leur présenter les résultats de l'enquête à la demande lors de la réunion d'ouverture à laquelle le personnel, le gouvernement local et les organisations de développement local devraient également être encouragés à participer. Parce que, voyez-vous, l'électricité, c'est souvent le service public, quoi qu'on dise. En général, c'est un service public d'énergie. Et donc, même quand ce sont les populations locales qui s'organisent pour
la mise en œuvre, et il est toujours bien qu'il soit appuyé par les autorités locales, notamment le comité de développement s'il existe, ou le chef du troisième degré, le chef de village, et la mairie de la commune en question. Ils doivent être informés de ce qui se fait parce que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est un service public, même si les privés, les particuliers contribuent. Alors, donc, il faut leur présenter ce qui est en train d'être fait pour qu'ils sachent et qu'ils cautionnent, qu'ils encouragent, qu'ils soutiennent les différents intervenants, qu'ils procèdent aux facilitations des procédures, vous savez, il y a plein de choses qui se réalisent, qui doivent être faites lorsqu'on on construit un ouvrage comme celui-là dans une localité. Si les services publics sont informés du projet, notamment l'arrivée du matériel, du personnel, y compris étranger, qui va se retrouver dans la localité, si tout le monde sait ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, l'accueil va être plus chaleureux, les institutions dont on aura besoin pour les formalités, quelles qu'elles soient, vont pouvoir être accorder les indulgences, les facilitations nécessaires. Et voilà, c'est pour ces raisons-là que les gens doivent être au courant de ce qui se passe. Alors, un des points de cette rencontre villageoise, il faut choisir la taille des systèmes la plus favorable à l'aide de l'étude de la demande et de l'estimation de la puissance. Oui, parce que voyez-vous, les villageois qui attendent, qui ont un espoir de voir enfin l'électricité dans leur milieu, doivent en permanence savoir si l'argent, notamment la contribution qu'on va leur demander d'apporter, qu'est-ce qu'elle pourra faire concrètement. Est-ce qu'ils auront l'éclairage public, par exemple? Est-ce qu'il y aura des lampes à l'extérieur? Est-ce que ça aura la possibilité de pomper l'eau des sources un peu plus en brousse vers les zones d'habitation? Parce que vous avez dit, l'électricité, c'est pas seulement pour éclairer les lampes, allumer les télévisions, non, les téléviseurs. Et il y a également possibilité, notamment si la puissance est importante, il y a possibilité de pomper l'eau, n'est-ce pas, de la source vers le village. Et donc, les bonnes femmes n'auront plus la corvée d'aller puiser de l'eau. Et on peut procéder à l'irrigation, on peut procéder à plusieurs activités annexes, on l'a dit, avec l'électricité. Et donc, et il faut surestimer les coûts. Voilà. Dans ces rencontres villageoises, il ne faut pas leur dire, voilà, ça va coûter 200 000, quand on sait que c'est possible que ça coûte 230 000. Hein. Et c'est très vite parti dans tous les sens si ça dépasse de 30 000 seulement. Ils ne comprendront pas parce qu'on leur aura dit que c'est 200 000 et pas 230. Et donc, dans cette communication avec les villageois, il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Il ne s'agit pas de leur mentir, non. Il faut leur dire ce qui va se faire, sachant que si vous leur dites 230 000 et qu'ils ne dépensent que 200 000, ils seront très contents. Hein, voilà. Et par contre, si au lieu de 200 000, vous leur dites 230 000, ils seront très énervés. Voilà, c'est uniquement dans ce sens que ce volet voilà, doit être abordé dans ce sens. Alors, suggérer des options de propriété individuelle, de groupe, communautaire et expliquer les responsabilités et les possibilités de financement. Voilà. Alors, pourquoi rencontrer ces gens? Parce que, voyez-vous, une fois l'ouvrage exécuté, nous, on est des experts, des prestataires, n'est-ce pas? On vient dans un village qui n'est pas le nôtre, avec notre savoir-faire, avec nos matériels, etc. Et on va réaliser l'ouvrage dans un village qui n'est pas le nôtre, on vous l'a dit, et au bénéfice des gens qui ne sont pas nous. Alors, et donc, ces gens-là, qui va être propriétaire de l'ouvrage? Il faut qu'il soit très clair. Est-ce que les propriétaires, le propriétaire de l'ouvrage, c'est la communauté?
au sens les ressortissants du village, chacun pourra dire je suis propriétaire et personne ne pourra dire quoi que ce soit. Bref, la configuration de la propriété doit être bien établie. Si ce sont les élites qui s'organisent et qui décident que l'ouvrage leur appartient, une seule élite, assurez-vous, peut financer ce projet, hein, et donc auquel cas l'ouvrage sera le sien, et même si après il va le céder à la mairie, possible qu'il soit cédé à la mairie, au service public, au bénéfice de son village. Le maire peut être propriétaire officiel de l'ouvrage, pas pour en faire ce qu'il veut, mais pour qu'il reste au bénéfice des populations locales. Bref, je ne suis pas juriste, mais il est possible que l'attribution de la propriété ne soit pas ambiguë, hein, qu'on sache tout à fait si c'est un ouvrage qui appartient au groupe, qui est ce groupe, quelles sont les formalités, en cas de problème, qui doit dépenser, qui doit intervenir, quelle est la part de chacun. Il faut que, notamment au niveau du financement, qui doit apporter quoi, qui est responsable de quoi, les gens ne sont pas obligés de tous apporter leur contribution financière, d'autres peuvent apporter des contributions en ressources humaines ou en ressources naturelles. Quelqu'un peut donner le site de construction. Bon, moi j'ai cédé le terrain, on va faire la centrale, ça c'est ma part, ma contribution. L'autre va apporter du sable, un autre peut apporter des pierres, un autre peut financer la tuyauterie, bref. Auquel cas, à la fin, l'ouvrage sera la propriété de la commune, ou plutôt de la communauté. Voilà. Donc, tous ces aspects-là vont être abordés pour justement éviter qu'il y ait des problèmes concernant les éventuels litiges après la mise en œuvre, tout au long de la mise en œuvre tout au long de l'exploitation de l'ouvrage. Alors, envisager l'exigence de paiement pour l'enquête. Oui, il faut, parce que souvent les gens pensent que lorsqu'on vient leur parler de l'électricité ou de l'eau potable, nous avons un budget, nous, à dépenser pour qu'eux, ils aient de l'énergie, ils aient de l'eau. Non, en fait, non. Là, nous sommes en train de mener, nous vous accompagnons techniquement, nous vous accompagnons au niveau organisationnel, mais les bénéficiaires, c'est vous. Et donc, toutes les ressources nécessaires pour la réalisation de votre projet vous incombent. C'est vous qui allez en prendre la responsabilité, c'est vous qui financez, c'est vous qui apportez toutes les ressources, y compris financières. Et donc, ça veut dire que si, pour réaliser une enquête, on a besoin de certaines ressources, sûrement toutes les enquêtes ont besoin d'argent, notamment les personnes qui vont aller faire du porte-à-porte pour collecter les informations auprès des prospects, auprès des bénéficiaires. Toute cette mobilisation-là a un volet financier important, il faut de l'argent. Eh bien, il faudrait que dans le village où les gens ont décidé d'accepter la mise en place d'une PICO, d'une petite centrale hydroélectrique, que dans ce village, le comité de développement puisse être convoqué et que la trésorerie soit en mesure de financer les budgets, les choses préliminaires aux études de faisabilité, hein, ou même les études de faisabilité, y compris, doivent être financées par les bénéficiaires potentiels avant qu'on ne vous sorte le bordereau de prix, le descriptif technique, voilà, le détail estimatif de ce que nous allons effectuer comme travaux. Il y a des ressources financières à mobiliser. Eh bien, ces ressources financières doivent être prises en charge par les bénéficiaires, par le comité de développement du village, par le comité, les membres qui ont décidé que nous venions dans leur village viabiliser, valoriser un site hydroélectrique. Voilà, c'est très important que les gens, que vous le sachiez, hein, nous ne sommes pas des Pères Noël qui apportons des cadeaux. Non, nous, le cadeau qu'on vous apporte, c'est que vous aurez désormais l'électricité, mais nous n'allons pas, en plus de vous apporter de l'électricité, venir avec nous, le fruit de toutes nos économies
antérieure. On ne peut pas prendre nos épargnes, nos économies pour venir vous donner de l'eau chez vous. Ce n'est pas raisonnable. Voilà, je le dis comme ça parce que je vous assure, je suis souvent personnellement abordé par des gens qui ont besoin d'énergie et qui pensent que j'ai intérêt à ce qu'ils aient de l'électricité chez eux et donc que si ça m'intéresse, eh bien, que je finance les études de faisabilité et qu'éventuellement, si je leur apporte, pour parler de façon imagée, l'ordonnance, qu'ils voient s'ils pourront acheter ces médicaments-là. Voilà, mais moi, je suis pas, c'est pas moi le patient, hein. Moi, je suis le médecin. Et donc, le patient, il appelle le médecin qu'il paye pour qu'il soit consulté. Le médecin, on lui paye la consultation, il produit son livrable qui est l'ordonnance, et ça commence par la demande d'analyse des sels, de sang, etc., que le patient finance. Qu'est-ce que vous croyez? Et une fois le laboratoire vous a fourni les résultats, vous retournez chez le médecin pour qu'il vous élabore une prescription médicale et il vous remet une ordonnance. À ce moment, vous irez à la pharmacie, acheter les médicaments pour après guérir. Nous avons l'obligation de moyens. Voilà. Et, je ne dirais pas de résultats, qu'on n'a pas besoin de résultats. Non, on a en plus l'obligation de résultats. Contrairement au médecin qui a juste l'obligation des moyens. Parce que nous vendons l'électricité. Nous ne vendons pas la guérison. Le médecin peut ne pas guérir. Il sera payé puisqu'il n'a que l'obligation des moyens. Mais nous, on apporte la réponse aux problèmes posés, au point que s'il n'y a pas d'électricité, il y a litige. Nous allons pouvoir y répondre. Voilà. On va fermer cette parenthèse, mais c'était important de s'y attarder un peu. Alors, enquête détaillée. L'enquête détaillée ici, c'est en 3 ou 4 points. 1, 2, 3, 4, 5, en 6 points. C'est 7 points. Eh bien, il faut effectuer une étude détaillée du site. Alors, l'étude détaillée du site, c'est vraiment prendre des géomètres, prenez voilà, les GPS, parce que là, il est question d'établir le métré de l'ouvrage. Ça, c'est important de pouvoir connaître le quantitatif dont on aura besoin pour la réalisation de l'ouvrage. La conduite forcée aura combien de mètres exactement? Les conditions de pose de cette conduite forcée, notamment le génie civil pour sa mise en œuvre, va nécessiter quel quantitatif pour le béton, pour le ferraillage, pour la fondation. Vous comprenez que ce n'est pas des choses qu'on fait avec les doigts dans les narines. La chute nette disponible, est-ce qu'elle est suffisante pour répondre aux besoins? Oui, ça, on ne l'a pas su au départ, mais on va le savoir puisqu'on aura eu l'occasion de calculer avec précision les pertes de charge pour connaître la chute nette. Alors, est-ce que cette chute nette alors est bonne pour couvrir les besoins? Ça, c'est encore à ces niveaux-là qu'il faut répondre à cette question parce qu'encore une fois, nous avons l'obligation des résultats. Alors, la conduite forcée sera-t-elle excessivement longue? Alors, parce qu'en fait, si c'est le cas, il y a possibilité de déplacer la chambre de mise en charge de sorte que la conduite forcée soit plus raccourcie. Et même si la conduite d'amener est un peu plus grande et que la dénivellation n'est pas trop importante, parce que c'est à partir de la chambre de mise en charge qu'on commence à comptabiliser la chute, la hauteur de chute. La fameuse chute brûle, chute nette, c'est par rapport à la chambre de mise en charge, pas forcément par rapport au seuil, au sommet du captage. Non, parce que nous n'avons pas une pression, l'eau ruisselle, d'accord, à l'air libre, donc
nous n'avons pas un gain substantiel du fait de cette dénivellation entre le point de captage et le point de mise en charge. Même s'il y a plusieurs mètres de hauteur, ça reste une puissance qui ne va pas être comptabilisée dans le calcul de la puissance électrique à produire. La puissance électrique à produire va commencer à être comptabilisée à partir de la chambre de mise en charge. Et si, si cette chambre de mise en charge est très très basse, eh bien, on n'aura pas assez de puissance électrique produite. Donc, il est important qu'elle soit à un point haut. C'est pour ça que sur la figure que je vous ai montrée en tout début, lorsqu'on fait un prélèvement d'une quantité d'eau sur le lit du cours d'eau, on recherche un endroit pas très loin pour procéder à la décantation et tous pour débarrasser l'eau de toutes les particules en suspension, etc. Mais, 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 mais que la chambre de mise en charge soit la plus haute possible, voilà, la plus haute possible, tout en s'assurant que la conduite forcée ne va pas être assez longue pour parvenir au local de la centrale où va se trouver la turbine. Voilà, c'est cet optimum-là qu'on discute dans cette étape ici, quand on envisage, on observe la longueur de la conduite forcée, c'est parce que selon qu'elle est plus longue ou moins longue, le budget, quelquefois, peut être revu jusqu'à 25%, 30%. Et ça, ce n'est pas... Je parle du coût global. Hein. Il y a certaines installations où la conduite forcée prend la moitié de tout le budget. Alors, vous comprenez que c'est un poste de dépense non négligeable. Alors, peut-il être raccourci à l'utilisation d'un canal, c'est ce que je disais tantôt, que plutôt que de poursuivre la conduite forcée qui devient trop longue, on fait un canal sur une partie. C'est envisageable dans la mesure où le canal ne va pas être, disons, posé effectué sur une partie où il y a une dénivellation importante. Parce que c'est cette dénivellation qui nous intéresse. Alors on ne va pas la gâcher sans profiter de son potentiel hydraulique. Hein? C'est une équation à résoudre. Alors, peut-on compter sur le débit tout au long de l'année ou faut-il un stockage? Voilà, ça c'est l'enquête détaillée dont on parle, c'est à ce niveau qu'on regarde si le débit qu'on a prélevé, est-ce que on peut le garantir toute l'année? Est-ce que, bon, si on n'est pas sûr d'avoir ce débit toute l'année, eh bien, est-ce qu'il y a possibilité en amont d'envisager une retenue pour assurer un débit plus régulier? C'est une alternative. Mais surtout, si toutes ces alternatives sont écartées par rapport à la possibilité d'avoir une retenue en amont, eh bien, il y a possibilité que si la puissance, puisque bon, le début n'étant pas important, la puissance va être basse, mais comme elle n'est pas absorbée, disons, en temps réel, le potentiel de puissance produit peut ne pas être consommé totalement la longueur de journée, mais ça veut dire que l'énergie a été perdue. Hein. Si on peut produire, on a une puissance de 10 kW et on n'a consommé que 5 kW toute la journée, l'excédent n'a pas été perdu puisqu'il n'a pas été produit, mais ça a été perdu sous forme hydraulique, ça n'a pas été converti en électricité. Voilà. Alors, donc, c'est un potentiel perdu. Alors, ici, on peut envisager de le stocker pour que, comme dans la journée, dans le cas où on n'a pas beaucoup d'eau, et donc la puissance générée par l'installation n'est pas très importante, à ce moment-là, sachant que les besoins sont quand même plus élevés, eh bien, on peut envisager de mettre des batteries de stockage, un peu ce qu'on fait
les systèmes solaires, les centrales solaires où on met des batteries, pour que quand il y a du soleil dans la journée, l'énergie aille être stockée dans les batteries, pour que dans la nuit, quand il n'y a plus de soleil, les gens puissent consommer l'énergie. Eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que là, il n'y a pas de panneau solaire. Ce qui va charger les batteries, c'est la génératrice, hein, qui va charger les batteries. Et, euh, et donc, ce qui fait que dans la nuit, quand il n'y a pas de... Enfin, dans la nuit, pas forcément dans la nuit, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, euh, eh bien, les appels de puissance plus importants puissent être compensés parce que l'énergie a été stockée. Eh bien, il y a un convertisseur de puissance qui peut être plus puissant que la capacité électrique installée, qui va quand même permettre le bon fonctionnement et la continuité du service électrique, même si la puissance installée ne couvre pas le bilan de puissance des points de consommation. Alors, c'est un peu technique, mais je sais que vous avez compris. Alors, le dernier point, utiliser les connaissances locales. En cas de doute, attendez la fin de la saison sèche et vérifiez les débits. Oui, c'est ce qu'on a dit, hein. Les connaissances locales, ça veut dire que pour avoir une idée de ce qui se passe sur le lit du cours d'eau, il faut poser des questions aux parents, aux anciens qui sont là pour avoir une idée de ce que c'est. Et puis voilà. Bon, c'est une étape un peu longue. Alors, la 11e étape, finaliser l'évaluation de la puissance nette disponible. Alors, un instant, excusez-moi. L'évaluation de la puissance nette disponible. Comme on vous l'a dit, on n'en finit pas de recouper, de rafistoler, de revenir sur ce qui a été fait pour être certain qu'on avance dans la bonne direction avec les bons éléments. Éventuellement ici, au premier point, on peut modifier l'estimation initiale de la taille du générateur en fonction d'une évaluation précise du potentiel hydraulique du site puissance disponible dans le lit du cours d'eau. Hein, c'est des réponses aux... Disons, nous posons ces questions en permanence tout au long du parcours pour pouvoir y avancer en toute connaissance de cause. Et alors, il peut sembler tentant de mettre en œuvre un dispositif plus important que prévu initialement si les caractéristiques du site le permettent. Oui, c'est possible que il y a certains sites où le potentiel est très important. Eh bien, on peut être tenté donc de dire, voilà, je peux faire 100 kW, alors je vais équiper 100 kW. Bon, mais est-ce que j'ai le budget pour 100 kW? Est-ce que le besoin actuel ou même futur va atteindre 100 kW? C'est pas évident. Pardon. Donc, c'est à cette étape qu'on trouve l'optimum. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles il est préférable de garder la petite taille du système, notamment, même si le potentiel est grand. Hein, c'est important quelquefois pour certaines situations de configurer le système avec les plus petits éléments, dans la mesure où ça permet de couvrir les besoins des populations. Les raisons ici qu'ils évoquent, il est préférable de garder la petite taille ici. C'est que le petit système, pour les raisons, le petit système coûte moins cher que les grands. Ça, c'est déjà une raison suffisante. Le prix pour la mise en œuvre d'un petit système, si le besoin le justifie, ça vaut la peine d'installer un petit système. Bien sûr, dans la mesure où les perspectives de développement des activités énergivores, sur le plan électrique du terme, disons, n'augure pas de grands investissements dans un futur proche. Mais surtout si le budget, parce que le problème il est là, si l'argent disponible, moi je dirais même que s'il y a le budget pour réaliser un gisement d'énergie, sans tenir compte des consommateurs, de la consommation actuelle, ça vaut la peine de réaliser ce gisement d'énergie.
Oui, pourquoi? Parce que les besoins actuels peuvent être décuplés, multipliés par 10, euh, si le personnel ou les habitants se rendent compte des capacités de valorisation de leurs ressources naturelles. Leurs besoins électriques actuels peuvent être multipliés par 10 en moins de 2 ou 3 ans. Parce qu'ils vont découvrir que, ben, tiens, grâce à l'électricité, on peut désormais écraser beurre, notre cacao, sécher des poissons, enfin, faire de la congélation, de la réfrigération. Il y a plein d'activités qui ont besoin d'énergie électrique et qui vont finalement voir le jour. Et donc, si nous pouvons réaliser un gisement sur un site, nous, personnellement, nous observons euh, les limites inférieures que par rapport au budget disponible. Parce que si le budget disponible peut produire le plus d'énergie possible, y compris de loin dépassant les besoins actuels, nous pourrons trouver le moyen de valoriser, de fructifier la puissance et l'énergie supplémentaire produite en créant des activités génératrices de revenus qui vont être remboursées à même les bénéfices réalisés. Alors, donc pour poursuivre l'analyse ici qui consiste à privilégier les petits systèmes, on a dit d'autres raisons toutes bêtes, c'est que bon, en fait, quand on a choisi un petit système, quand il y a une erreur, bon, sauf que nous, on n'envisage pas tellement ce cas parce qu'on a tellement dans notre démarche qui est très scientifique, il n'y a pas de possibilité d'erreur. Les erreurs dans l'analyse, non, je ne pense pas. Enfin, il y en aura il n'y aura pas d'erreur puisque ce n'est pas très compliqué de réaliser une petite centrale hydroélectrique. Mais en cas d'erreur, en termes de défaillance d'une machine ou d'un accident qui peut arriver à ce moment-là, eh bien, les coûts de remplacement vont être moindres. Les coûts d'entretien et de réparation seront inférieurs parce que le système est petit. La taille du système est petite. Alors, bien sûr, la 12e étape consiste à faire une, une carte qui soit à l'échelle. Une carte à l'échelle nous permet de visualiser le site de haut. On voit, comme ici sur cette carte, l'ouvrage, le tronçon qui est concerné. Là, nous avons le cours d'eau qui circule en bleu. Voilà. Et, et ici, non, le cours d'eau, je pense, voilà, c'est ce qui est blanc là. Je ne dis pas de bêtises. Alors, la prise d'eau. Oui, le cours d'eau, il est en bleu. Voilà. C'est ce tronçon qui nous concerne, où on prélève l'eau par là pour être turbiné ici. Voilà. La prise d'eau est par là. Et hop, ça c'est la conduite d'amener. Hein. Voilà. À cet endroit, nous avons tout un parcours de la conduite forcée et la centrale ici. L'eau et la centrale qui produit l'eau, qui produit l'électricité est située à cet endroit. Et une fois l'eau turbinée, elle rejoint son parcours voilà, pour aller se jeter à la mer. Alors, donc, en tout cas ici, c'est une vue qui nous permet de voir l'emplacement des habitations, l'emplacement des voiries et des autres réseaux éventuels. Comme c'est à l'échelle, ça nous permet dans nos études de faisabilité de calculer un mètre exact et de pouvoir avoir une idée disons, du quantitatif à réaliser sur le terrain. Alors, la disposition de l'ouvrage, ça nous permet, quand on fait des plans, dans les plans d'exécution, les vues en plan, les coupes transversales, les profils en long, eh bien, les esquisses avant l'exécution sur le terrain, les études préliminaires doivent être associées à des graphiques, à des schémas
sur lesquels nous travaillons et grâce auxquels nous, nous réalisons des réflexions, des possibilités d'amélioration. Bref, la formalisation de l'étude d'exécution d'un ouvrage comme celui-ci se fait à travers des documents et toutes les informations nécessaires sont contenues dans ces documents. Et c'est avec ces documents qu'on réfléchit sur tous les détails qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir garantir la bonne exécution de l'ouvrage. Alors, là, si vous voulez, on vous explique un peu ce qu'on fait. Alors, je pense que on a prévu faire 1 heure. Nous aborderons la prochaine fois la suite à partir de la 15e étape. Mais là, déjà, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Au fur et à mesure que vous observez, que vous écoutez nos vidéos, vous visionnez nos vidéos, vous pouvez exprimer votre intérêt par tous les moyens. Déjà, vous pouvez liker, hein, vous pouvez faire des commentaires et faire des observations, quelles qu'elles soient. Nous voulons créer une communauté afin de pouvoir, disons, sensibiliser le plus de personnes à la mise en œuvre des ouvrages d'électrification rurale à partir des cours d'eau. Alors, pensons que la dernière vidéo va aborder les autres points. Je vous remercie de votre intérêt et puis à très bientôt.